Très bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire au sujet du réseau public intégré en Belgique. Nous allons commencer d'abord avec une petite introduction du ministre fédéral Gilles de la Mobilité, le vice-ministre également. Nous passons ensuite la parole au groupe Intégrato, ici représenté par Guy Hendrix. Il y a également Sabine Jacob qui est chez elle et qui partagera la présentation. Et puis ensuite, il y aura une petite séance de questions-réponses à la fin. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. N'hésitez pas à poser toutes questions par écrit, il n'y aura pas de questions orales. Vos micros sont coupés. Vous pouvez aussi couper vos vidéos. Petite présentation rapidement, d'abord par Monsieur le Ministre. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Vous allez, je pense, nous parler un petit peu de vos ambitions pour les années à venir au niveau du rail en Belgique. Peut-être faire un petit état des lieux, un état d'avancement des différents dossiers. On sait qu'il y a de grandes échéances qui nous attendent dans les prochaines années avec les contrats de gestion de contrats de performance de la SNCB et d'Infravel. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Avant de passer au cœur de la présentation, le système intégré présenté par Intégrato sur base du système suisse de correspondance. Voilà. Monsieur le ministre, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation et merci pour votre intérêt pour le train. C'est un intérêt que je partage et je suggère qu'on passe tout de suite au deuxième slide de ma présentation, le premier n'étant pas le plus intéressant. Malgré cette belle photo, le train est au cœur de la déclaration gouvernementale et de l'accord gouvernemental fédéral qui a été conclu au mois de septembre dernier. Je suis en place en tant que vice-premier ministre et ministre de la Mobilité depuis le 1er octobre et notre accord de gouvernement indique que le rail doit être la colonne vertébrale de la mobilité de demain. C'est une déclaration qui engage l'ensemble du gouvernement. C'est ce que j'essaye de rappeler systématiquement à mes collègues ministres avec moi dans le gouvernement fédéral et avec une volonté pour ce qui me concerne de faire du train une liberté, comme le slogan du passé disait que ma voiture c'est la liberté. Pour moi, le train c'est aussi la liberté. L'idée c'est d'avoir demain plus de trains fiables, ponctuels et accessibles et de développer, c'est aussi dans l'accord de gouvernement, une vision à 2040. On a observé que les compagnies ferroviaires les plus avancées avaient décidé un jour de se projeter 20 ou 30 ans plus tard, de se fixer des objectifs. Ici, les objectifs, c'est d'avoir dans chaque point d'arrêt un train toutes les demi-heures et à proximité des grandes villes, un train toutes les 10 minutes et de poser année après année les choix en matière d'infrastructure, d'achat de matériel roulant, de contractualisation entre l'entreprise et l'État fédéral qui peuvent nous y conduire. Une plus grande fréquence, une plus grande amplitude du service ferroviaire, d'être un plus tôt, plus tard. Le week-end, c'est ce qu'il faut, nous semble-t-il, pour attirer davantage de Belges vers le train. Et puis, il n'y a pas que le transport des personnes, il y a aussi le transport des marchandises. Là aussi, les ambitions sont hautes. L'objectif est de doubler le volume de marchandises transportées par rail d'ici 2030, de renforcer l'attrait du transport ferroviaire, puisque un train de marchandises, c'est minimum 50 camions qui ne sont pas sur nos routes, avec la dégradation des routes, la pollution, l'impact aussi sur la sécurité routière. C'est un sujet sur lequel nous travaillons à la fois par des mesures d'investissement dans l'infrastructure, mais aussi des mesures de régulation. Les ambitions sont hautes, la situation de départ n'était pas facile, elle ne l'est pas, puisque actuellement les contrats de gestion qui règlent les relations entre l'État fédéral et Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure, SNCB qui fait rouler les trains, datent de 2008. Il est complètement dépassé, il ne prend pas en compte les enjeux d'aujourd'hui, il n'offre pas au ministre que je suis et au gouvernement suffisamment de leviers pour faire bouger parfois sur certains dossiers les entreprises ferroviaires. Trop souvent avant nous,
le rail était une variable d'ajustement budgétaire. Deux ministres avant moi, ministre que je ne citerai pas, était très contente, fière d'annoncer qu'elle privait la SNCB Infrabel d'1 milliard de moyens d'investissement sur la législature, milliards qu'il faut aujourd'hui récupérer. Trop de parties du réseau sont aujourd'hui en souffrance faute d'avoir été suffisamment entretenu par le passé. Il y a aussi un contexte budgétaire post-Covid, puisque nous avons, comme en tant qu'entreprise ferroviaire, perdu pas mal d'activités pendant la période du Covid, puisque beaucoup moins de personnes ont choisi le train pendant ces périodes. Et puis, on essaye de changer les choses. L'accord de gouvernement Vivaldi indique très clairement qu'on va retrouver une trajectoire d'investissement public à 4% du PIB d'ici 2030. Notre économie a besoin d'investissement public, notamment dans le rail. Un euro investi dans le rail, c'est 3 euros qui reviennent dans l'économie directement ou indirectement. Le rail est à l'agenda européen. Le fonds pour la relance et la résilience, le Green Deal, le fait que c'est cette année est l'année européenne du rail, on a un peu gâché des opportunités au cours du premier semestre, mais il y a pas mal de rendez-vous au cours du deuxième semestre. Tout ça indique que les astres sont plutôt alignés et j'ai souhaité, dès mon entrée en fonction, remettre en place une conférence interministérielle de la mobilité avec mes collègues ministres régionaux en charge de la mobilité, puisque la mobilité est une compétence partagée, le rail est une compétence fédérale, les bus, les autres transports en commun sont régionaux. Il y a clairement des articulations, notamment quand on parle de transport de marchandises. Donc, une des premières choses que j'ai faites, c'est de prendre mon téléphone. Alors, c'était assez facile, évidemment, de joindre Philippe Henry. Nous appartenons à la même formation politique. C'était pas beaucoup plus compliqué de contacter Elke van den Brand à Bruxelles et les ministres Groen, et vous la connaissez pour son dynamisme et ses choix en matière de mobilité. C'était un poil plus compliqué, mais pas beaucoup plus finalement, de contacter Lydia Peters, collègue VLD, membre du gouvernement flamand en charge de la mobilité. Et toutes les 6 semaines, on se voit pour articuler nos politiques, s'échanger des informations, et notamment autour des enjeux ferroviaires, parce que vous savez qu'il y a une association des régions régulièrement aux choix d'investissement qui sont posés. Et depuis le 1er octobre, avec l'aide de mon équipe, et merci à Juliette Walkers, que vous connaissez bien pour la plupart d'entre vous, et merci à Interenvironnement d'avoir accepté qu'elle vienne dans mon cabinet. On a pas mal travaillé. On a mis sur la table très rapidement une demande de moyens d'investissement supplémentaires dans le rail avec le plan Boost, 100 premiers millions sur le budget de l'année 21 nécessaires pour réaliser des travaux très concrets sur l'axe à Tumeuse, ici à Bruxelles, sur la ligne 28. Et puis, dans le cadre du Fonds pour la relance et la résilience européen, aussi connu sous le nom de Next Generation, un quart des moyens dédiés à l'État fédéral ont été consacrés au rail, ou seront consacrés au rail. C'est une enveloppe de 365 millions d'euros en vue de moderniser une partie du réseau, en vue de numériser aussi la gestion des sillons, parce qu'on pourrait faire rouler plus de trains sur le rail, un renforcement du réseau, la création de voies de garage pour des convois de 740 mètres en matière de fret, une série d'investissements au nord et au sud du pays, aussi en tenant compte, j'aurais pu le mettre comme étant un handicap, de la règle 60-40 que vous connaissez en tant que spécialiste du ferroviaire et de la mobilité. Nous avons, dans le cadre de la collaboration avec les ministres régionaux, réussi à aboutir sur l'intégration tarifaire dans et autour de Bruxelles. Avec un seul ticket, on peut aujourd'hui prendre un train, un bus, un tram, que ce soit de Lane, Steep ou Tech, autour de Bruxelles. On voudrait élargir évidemment l'offre, mais pour le moment, ce bruit pas, c'est un pas quand même vraiment important dans un pays où on a trop souvent oublié de collaborer. Le plan de transport est mis en place avec une augmentation d'ici 23 de 5% de l'offre de train, avec des trains plus tôt le matin, plus tard le soir,
des investissements, c'est un enjeu essentiel pour rendre des gares plus accessibles, relèvement des quais, construction de parkings pour vélos, parfois pour voitures, pour faciliter la multimodalité, le passage d'un moyen de transport à l'autre, et vraiment pour faire de la mobilité une liberté quand on choisit le train en arrivant en vélo dans sa gare de départ, en reprenant un autre moyen de transport en arrivant à sa gare d'arrivée pour faire le dernier kilomètre. Et nous travaillons à doter la SNCB, Infrabel et l'État fédéral d'un cadre contractuel renouvelé. Pour ce qui concerne la SNCB, nous parlons d'un contrat de service public plutôt qu'un contrat de gestion. Pour ce qui concerne Infrabel, nous parlons d'un contrat de performance. Il s'agit de donner une direction claire à la SNCB et à Infrabel. Après 10 ans sans contrat de gestion, ce sera des contrats de service public et de performance qui seront valables pour 10 ans, avec la volonté claire d'améliorer le service au public, l'offre de train, la ponctualité, la fréquence, l'amplitude, l'accueil en gare. Hein, c'est un dossier évidemment important. L'accessibilité, elle est essentielle pour tous les publics. On ne veut pas le faire seul, on veut co-construire. Interenvironnement le sait, puisque nous avons contacté dans ce cadre-là. Nous avons voulu consulter largement les interlocuteurs de la société civile, que ce soit les acteurs syndicaux assez classiquement, mais aussi les associations représentatives des voyageurs, tout le mouvement environnemental, sur leurs bonnes idées au départ d'un document qui s'appelle les spécifications, qui est publié sur le site du SPF Mobilité, qui est un peu la table des matières de ce qu'on veut discuter. Ce qui est important pour nous également, c'est vrai que je vous ai parlé d'une vision 2040, c'est de montrer le changement en cours de route, de pouvoir réaliser d'ores et déjà des choses plus ou moins importantes, accueillir dans les gares, par exemple, des associations de maraîchers qui vendent leurs produits une fois par semaine, améliorer l'offre des trains vers la mer en proposant une offre de train direct complémentaire aux services réguliers de train. Ce qui est important aussi à avoir à l'esprit, c'est que tout cela s'inscrit dans un cadre libéralisé. L'Europe nous oblige à mettre en concurrence, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la société publique avec des sociétés privées pour ce qui concerne le transport de personnes, sauf si nous faisons le choix d'accorder pour 10 ans le monopole du transport de passagers à l'opérateur historique qui est la SNCB, ce qui est un choix qui figure évidemment dans le cadre de l'accord de gouvernement. C'était essentiel évidemment pour nous. Et donc, en même temps que nous conclurons au plus tard pour début 2023 ce nouveau contrat de service public, au même moment, nous accorderons ce qu'on appelle dans le jargon le Direct Award, le monopole de transport de passagers à la SNCB, qui lui permettra aussi de se préparer, puisque 10 ans plus tard, la SNCB sera à nouveau challengée par l'Europe, de pouvoir continuer à être le service de transport de voyageurs le plus performant, encore plus performant qu'aujourd'hui. Voilà un peu le calendrier. Le temps nous est compté. En avril 2021, on a publié donc ces spécifications, la table des matières dont je vous ai parlé. Au plus tard, pour le 24 décembre 2022, mais ce sera sans doute un peu plus tôt, nous devons publier au journal officiel de l'Union européenne le cadre dans lequel nous allons travailler. Et au plus tard, pour le 24 décembre 2023, nous attribuerons le contrat de service public à la SNCB, l'objectif étant de faire ça plutôt à la fin 2022, mais il ne faut pas prendre trop de marge avec le calendrier sur lequel que nous essayons de tenir, et nous travaillons dur sur ce dossier. Tout ça présenté dans un schéma, c'est pas mal de travail, avec un enjeu important pour nous,
c'est de faire collaborer à la fois Infrabel et la SNCB. L'histoire de notre réseau ferroviaire a trop longtemps été, au cours des dernières années, trop souvent, pardon, les dernières années, été illustrée par les rivalités entre le gestionnaire de réseau et, enfin, rivalité ou non collaboration, ou non collaboration optimale entre le gestionnaire de réseau et le transporteur de voyageurs. Et c'est vraiment important qu'on travaille en parallèle ce qu'on fait. Alors, vous avez ici un schéma compliqué, mais qui est en fait relativement simple. Nous travaillons en différentes phases. D'abord, la publication des spécifications, des groupes de travail entre la SNCB, le SPF Mobilité, mon cabinet, un consultant, l'appel à consultation pour récolter les bonnes idées et un alignement, notamment en matière de plan pluriannuel d'investissement en fonction des résultats à atteindre, de façon à aller le plus loin possible, d'aligner les énergies et pour effectivement moderniser notre service ferroviaire en Belgique, attirer davantage de personnes vers le train, davantage d'entreprises, qui est un enjeu lié aussi à nos engagements climatiques. Ce sont des enjeux de mobilité, ce sont des enjeux économiques. Chaque année, les embouteillages coûtent énormément d'argent à notre économie, suivant les études réalisées par la Banque nationale ou le bureau fédéral du plan. Mais si on veut attirer davantage de personnes et davantage d'entreprises, il faut un service qui soit performant. C'est dans ce cadre que, puisque c'est l'objet de votre discussion aujourd'hui, que nous voulons étudier le modèle intégré. Publier les spécifications, on l'a fait. Les groupes de travail, ils sont en cours. La vision 2040, ça fera, si tout va bien, l'objet d'une décision du gouvernement au mois de septembre ou d'octobre, à l'automne, puisque ça figure dans l'accord de gouvernement. Mais nous voulons évidemment l'inscrire dans la vision de l'horaire intégré, inspiré par les travaux du groupe Integrato. Et nous devons évidemment convaincre nos interlocuteurs de le faire. Dès lors, nous avons décidé de réaliser une étude préalable avec un interlocuteur extérieur pour montrer ce qui est possible et avec quelles sont les étapes également que nous devons franchir pour y arriver progressivement et les choix que nous devons poser. Il y a beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de travail. Nous voulons faire bouger le rail. Nous avons la chance de travailler avec deux belles entreprises, la SNCB Infrabel, avec une histoire très, très riche, un réseau qui est très dense, mais également des choix pour le futur qui sont à poser, des transformations que nous souhaitons amener dans le dialogue en les inspirant des meilleurs modèles étrangers, évidemment, le modèle suisse, le modèle allemand, le modèle autrichien, pour partie le modèle hollandais, de façon à demain offrir une mobilité ferroviaire encore meilleure à nos concitoyens et concitoyennes, qu'ils soient du nord ou du sud du pays. Je vais conclure là parce que je dois passer dans une autre réunion qui est la commission parlementaire de la mobilité avec beaucoup de questions à répondre cet après-midi. Mais je m'en voudrais de terminer sans remercier d'une part Interenvironnement, je l'ai déjà fait, mais aussi les personnes qui sont ici autour de la table et qui ont travaillé sur ce modèle Integrato, Madame Jacobs, Juliette, ici présent, et qui a rejoint mon cabinet, mais aussi Guy Hendrix et d'autres qui ont travaillé sur ce modèle intégré qui doit pouvoir se développer. Je vois aussi M. Perelmans, en collaboration avec les sociétés régionales de transport pour offrir vraiment la meilleure connexion, la meilleure mobilité à nos concitoyens et pour faire de cette mobilité une liberté. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi de débat. Je reste évidemment à votre disposition et je ne doute pas qu'on fera remonter les questions qui seraient posées au cours de ce webinaire
il y a suffisamment de personnes connues, ou Juliette en l'occurrence, qui pourront répondre aussi en mon nom. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette Avec grand plaisir. présentation très intéressante des prochaines années, hein, qui s'annoncent très intéressantes pour le rail et pour les transports publics de leur ensemble, puisqu'une collaboration intéressante s'annonce avec notre fédéral et les différentes régions. On va vous laisser travailler là tout de suite, mais également au revoir dans les prochaines années. Merci bien à vous. Voilà, et maintenant c'est l'occasion de passer au cœur de notre sujet, avec une présentation du plan Integrato par les initiateurs, finalement. J'ai Guillaume Brix ici à côté de moi, qui est un habitué de la maison à Frabel, et Sally Jacob, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, qui a dû rester chez elle, mais qui fera une présentation conjointe à distance. Le groupe Integrato, pour ceux qui ne connaissent pas, ouais, ce sont vraiment des citoyens qui ont créé un groupe en 2015, et avec une volonté, comme disait le ministre, de simplement améliorer le transport public en Belgique pour replacer les voyageurs et les voyageurs au centre du débat, pour avoir un service le plus optimal possible en termes de correspondance, de vitesse sur les lignes, d'amplitude horaire, etc., qui permet finalement à une grande partie de la population de refaire confiance finalement au transport public et ne pas se passer d'une voiture ou d'une deuxième voiture, troisième voiture pour le ménage. Il y a évidemment des grands enjeux. Pourquoi est-ce qu'on est à Interenvironnement Wallonie aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des enjeux environnementaux et climatiques derrière. Nous, c'est particulièrement ça qui nous intéresse, même si les enjeux sociaux sont aussi importants. Clairement, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, et les objectifs de la vision FAST 2030, on est quand même sur un shift modal assez important, tant vers le train que vers le bus pour les années à venir. Ça passe par des politiques ambitieuses. Le ministre en a présenté certaines. Peut-être que cette politique ambitieuse, ce sera finalement l'application du modèle suisse, autrichien, allemand maintenant. Ça se met en place également dans différents pays. À la Belgique. Alors, est-ce que c'était un peu dans notre invitation? Est-ce que c'est une utopie? Je pense qu'Integrato a montré, via un travail de plusieurs années, que non, ce n'est pas une utopie, qu'il y a vraiment moyen de le mettre en place dans notre pays, malgré les spécificités géographiques. Voilà, je pense que j'en parlerai moins bien que Sabine, qui va prendre le lead et nous montrer la présentation. Sabine Jacob, qui elle aussi a aussi travaillé pendant 25 ans dans le milieu ferroviaire, un peu à Frabel, chez Thalys aussi, et chez nos amis d'Eurostar. Voilà. Je vais lui passer la parole. Voilà, Sabine, tu peux y aller. Merci bien. Si tu oublies quelque chose, il ne faut pas hésiter à le rajouter dans ta présentation. D'accord, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Parfait. D'abord, bonjour à tous, merci pour votre présence. Je voudrais aussi, avant de commencer, remercier vivement IEE pour l'organisation de ce webinaire et pour tout le support technique. Merci à toi, Denis, pour tout le travail que tu as fourni pour nous aider. Donc, on va lancer la présentation là maintenant. Denis, c'est toi qui la lance, je pense, la présentation. Je pense que c'est toi qui veux la lancer. Voilà. Sinon, je la lance. Vas-y, lance-la, s'il te plaît. Voilà. Merci. Oui, désolée, en fait, je ne suis pas sur place parce qu'en fait, j'ai découvert ce matin que j'étais positive au Covid, ce qui m'a empêché d'aller rejoindre mes collègues à Namur. Voilà. Donc, j'arrive pas à avancer, Denis. Non, c'est moi qui veux avancer. Ah, ok. Donc, simplement un petit rappel pour commencer, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Donc, en effet, Integrato est un groupe de citoyens qui a été créé en 2015, donc ça fait déjà 6 ans maintenant. Il est constitué de bénévoles issus de Bruxelles, de Wallonie et de Flandre. Et tous les membres de ce groupe ont
ont tous une expertise, soit en mobilité, soit en ferroviaire. Et donc, ils ont voulu, Denis, si tu veux bien avancer. Voilà. Donc, ce qui les a motivés pour créer ce groupe et pour décider donc de réfléchir à un système de transport intégré, c'est bien sûr de placer d'abord les utilisateurs au centre et de créer un véritable réseau de transport public, dont malheureusement la Belgique, il faut bien le reconnaître, n'est pas encore vraiment dotée. Leur objectif final par rapport à ça, bien sûr, notre objectif final, hop là. Je te lance la vidéo, je pense, maintenant. Attends, j'ai pas terminé. Ah, sorry, tu me disais. Donc, l'objectif final est bien sûr de générer 2 fois plus de voyageurs à bord des trains, des trams et des bus, pas pour tout de suite bien évidemment, mais à l'horizon 2035. Voilà. Si tu veux bien lancer maintenant la vidéo, Denis. Êtes-vous lassé d'être coincé dans les embouteillages tous les jours? Alors rêvez avec nous. Imaginez un jour, vous vous rendez à la gare ferroviaire toute proche de chez vous à vélo. Vous montez dans le train local et lisez le journal tranquillement. Quelques minutes avant l'heure pile, votre train local arrive dans une gare plus grande où vous devez changer de train. Mais c'est facile, car quelques minutes plus tard, vous êtes déjà assis confortablement dans un train hissé rapide. Près de 30 minutes plus tard, votre train hissé arrive à la gare suivante. Vous devez encore changer de moyen de transport, mais cela ne vous dérange pas, parce qu'ici aussi, vous n'avez pas à attendre le bus qui vous emmènera à votre destination finale. Le bus est déjà là et vous attend. Vous arrivez donc à destination en douceur, détendu et à l'heure. Un conte de fées, pensez-vous? Trop beau pour être vrai? Non, c'est possible. Integrato prouve que cela peut aussi fonctionner en Belgique. Integrato est un réseau de transport public qui pourrait être entièrement déployé d'ici 2035. Les trains se croisent toutes les demi-heures en gare et se donnent correspondance à ce moment de rendez-vous. Vous pouvez facilement changer de train pour aller dans n'importe quelle direction. Vous avez le choix, non seulement de train à train, mais aussi vers le bus ou le tramway et vice-versa. De cette façon, vous pouvez vous rendre partout dans notre pays avec les transports publics et durant toute la journée, toutes les demi-heures. De l'arrêt de bus rural à la plus grande ville et inversement. Et bien sûr, avec un seul ticket. Le bus et le train forment un seul réseau. Ensemble, réalisons ce rêve, celui de redonner au transport public la place qu'il mérite. D'ici 2035, cela devrait être possible. Integrato, un réseau de transport public qui vous emmène là où vous voulez être. Merci Denis. Voilà. Denis, veux-tu bien passer au slide suivant? Merci. Et donc, pour réaliser ce rêve qu'on vient de voir décrit comme la vidéo le décrit, donc le groupe Integrato a commencé par se concentrer sur le rail, puisque bon, je pense que c'est une notion connue par vous tous. Le rail a bien sûr un rôle structurant en matière de mobilité. Alors, la méthode que Integrato a décidé d'adopter, c'est d'abord de définir un objectif à long terme, l'objectif stratégique. Donc, pour nous, c'était à l'horizon 2035. Le but est de définir vraiment un cap clair, là où on veut aller, l'offre qu'on veut donner aux utilisateurs. Et bien sûr, il n'y aura pas un grand soir en 2035 où tout cela se mettra brusquement en place. Il y aura bien sûr des étapes intermédiaires, c'est normal, hein, ça a déjà été évoqué tout à l'heure par Monsieur le ministre. Mais ce qui nous paraissait important ici, c'était de dire qu'il fallait que le cap soit clair de façon à pouvoir toujours bien le garder en ligne de mire et ne pas dévier au fil des années, au fil des législatures, et perdre donc finalement de vue l'objectif final. Tu me places au slide suivant, s'il te plaît, Denis?
Voilà. Alors, pourquoi est-ce si important justement de définir ce cap et de toujours le garder en ligne de mire? Parce que, en fait, l'offre souhaitée sera, selon nous, doit être, selon nous, la clé pour définir les investissements prioritaires. Il faut bien sûr faire des choix, c'est normal, en matière d'investissement, on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut. Et donc, c'est, selon nous, en fonction de l'offre qui est souhaitée pour 2035, que dorénavant, les investissements doivent être décidés. C'est vraiment la grille de lecture en matière d'investissement. Alors, aussi bien en matière d'investissement pour le matériel roulant, et que pour les infrastructures, que pour les gares, et donc pour tout le système ferroviaire. C'est suivant, s'il te plaît, Denis. Alors, comme ça a été déjà dit, en fait, le concept que nous défendons est un concept qui a fait ses preuves dans d'autres pays, hein, en Suisse, en Autriche, en Allemagne. Et à son propos, je voudrais souligner ici que ces trois pays-là sont aussi des États fédéraux avec des régions, donc un système institutionnel assez compliqué. Et malgré tout, finalement, ils sont arrivés à faire fonctionner un système intégré de transport public en faisant collaborer les différents acteurs. Et donc, je pense que ça montre clairement que ça devrait aussi être possible en Belgique. Slide suivante, s'il te plaît. Voilà, alors maintenant je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible en quoi consiste ce concept. Donc, tout d'abord, un message. On ne veut pas faire la révolution, en fait. Integrato soutient qu'il y a une très très bonne base qui existe dans notre pays. Donc nous avons un beau réseau. Nous avons déjà des horaires cadencés et symétriques, hein, où des trains se croisent toutes les demi-heures. Nous avons un service donc cadencé à l'heure la plupart du temps, en tout cas sur les grandes lignes. Et donc, le but pour nous est d'optimiser l'utilisation du réseau existant. Il ne s'agit pas de faire la révolution. Et de faire en sorte que les trains se croisent, comme ils le font tous, évidemment, avec un horaire symétrique et cadencé, ils se croisent toutes les demi-heures, mais de faire en sorte qu'ils se croisent, non pas nécessairement, comme ça arrive encore malheureusement ici en Belgique, en race campagne, mais qui se croisent en gare. Ce qui permet bien évidemment d'optimiser les possibilités de correspondance pour les voyageurs. Et fort heureusement, dans ce cas-là, à ce moment-là, la circulation des trains est vraiment mise au service des voyageurs qui peuvent bien sûr changer de direction, obtenir des correspondances vers d'autres destinations. Est-ce que tu veux bien passer à la suivante, s'il te plaît, Denis? Sabine, il y a un bruit chez toi, j'ai l'impression. Il y a un bruit chez moi? Oui, je ne sais pas, ça tremble un peu par moment. Je pense bon. que je suis seul à l'entendre. Oui. Je sais pas. On va essayer de voir. Alors, donc, l'importance du fait que, le fait que les trains se croisent en gare est essentiel, bien sûr, pour le service qu'on offre aux utilisateurs. En effet, le principe qu'on défend, c'est de dire, ben voilà, les trains arrivent dans une gare, d'abord les trains lents, hein, donc les trains soit L, soit S, donc les trains de desserte locale arrivent en premier dans les gares, avant le moment de rendez-vous, avant le moment de correspondance. Pendant ce temps-là, les trains IC sont en ligne, ils circulent. Alors, au moment le slide suivant, s'il te plaît, Denis, au moment de la correspondance, donc pendant le rendez-vous, tous les trains stationnent en gare, ce qui permet aux voyageurs de changer de train pour aller prendre un train plus rapide ou prendre un train dans une autre direction. Et évidemment, après le moment de rendez-vous,
Les trains rapides, donc les trains IC, sont les premiers à quitter les gares et ils sont ensuite suivis par les trains lents, donc les L et les S. Ça permet bien sûr aux voyageurs, excusez-moi, veuillez m'excuser. Oh, excusez-moi. Oh, pardon. Toutes mes excuses. Le Covid me rattrape, je crois. Donc, le slide suivant, s'il te plaît, Denis. Alors, donc, outre le fait que les trains se croisent en gare et non pas en race campagne, Integrato propose en fait que la cadence des trains soit plus grande. Donc, on aurait en fait 2 trains par heure et par sens. Donc, les trains circuleraient avec un cadencement à l'heure, à la demi-heure, au quart d'heure et aux 3 quarts d'heure. Évidemment, dans ce cas-là, vous comprenez très très vite qu'il peut y avoir beaucoup plus de nœuds de correspondance, beaucoup plus de possibilités de correspondance et que ça permet d'avoir une offre beaucoup plus attractive encore pour la clientèle. C'est intimement. Alors, Integrato a dessiné, enfin un exercice de définir des nœuds de correspondance dans tout le pays. Et il est parti en fait de l'infrastructure existante, des possibilités de circulation sur ces lignes, hein, la vitesse, la distance, enfin, tous les critères qui permettent de définir les circulations. Et partant de là, Integrato a défini des nœuds essentiels qui sont définis uniquement, il faut le savoir, sur la base des temps de circulation réalistes, donc possibles sur le réseau existant. Et donc, là, le réseau est structuré de la façon suivante. Vous avez donc en vert ce que nous appelons les nœuds de correspondance essentiels. En rose, les nœuds de correspondance qui sont dérivés de ces nœuds de correspondance essentiels, toujours en fonction des temps de parcours possibles. Et vous avez en jaune hein, les nœuds de correspondance généralisés, où là, on a affaire en fait à des très grandes villes, des très grandes gares, où il y a correspondance quasiment permanente. Voilà. Slide suivant, s'il te plaît. Alors, il faut savoir que ce travail, donc, basé sur les temps de parcours entre les gares, a été réalisé vraiment de façon extrêmement sérieuse et minutieuse. C'est-à-dire que, excusez-moi, oh. Vas-y, propose. Sabine, tu veux que je reprends? Vraiment, désolé, pardon. Donc, en fait, le groupe Integrato a regardé toute l'infrastructure existante, donc tous les critères de circulation, et s'est donné la peine de réaliser, ligne par ligne, gare par gare, des horaires qui sont bien sûr des horaires fictifs, mais de façon à s'assurer que le système de correspondance pouvait fonctionner. Et donc, il s'est dit très, très, très souvent en Belgique que le système à la Suisse ne pouvait pas être mis en place parce que l'infrastructure ne s'y prêtait pas, parce que le pays était... Enfin, le réseau en étoile ne le permettait pas, enfin, toute une série de choses comme celle-là. Et en fait, le groupe Integrato lui a vérifié que, au contraire, en peignant vraiment ligne par ligne, horaire par horaire, que c'était tout à fait possible de mettre ce système à la Suisse en place. Voilà. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Guy, qui va vous parler du système, enfin du plan de transport appliqué à la Wallonie.
Merci Sabine, merci d'avoir fait l'effort malgré ta situation un peu difficile. Désolée, vraiment. Non, aucun problème. Voilà. Donc, je vais reprendre la suite de la présentation en revenant quand même un petit peu sur ce slide-ci pour vous expliquer un peu plus le travail qu'on a entrepris pendant ces 3-4 dernières années pour que vous puissiez bien comprendre le bien fondé du concept et son applicabilité en Belgique. Et avant de commencer, je vais vous quand même encore suggérer de mettre tous vos remarques ou questions dans le chat si vous avez envie. Voilà. Donc, non seulement toutes les bases de planification d'un service de train que Sabine vous a expliqué et qui est inspiré sur le modèle suisse, bien sûr, donc horaire cadencé, horaire symétrique, 2 trains par heure, ça nous mène à un système très bien maillé où on peut choisir des nœuds de correspondance tous les quarts d'heure. Hein? Donc, aux minutes 0, minute 15, minute 30 et minute 60. 45, pardon. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que, bon, comme Sabine l'a bien dit, on dit souvent, mais ce n'est pas possible sur le réseau belge parce qu'il est très différent de la géographie suisse, etc., etc. Avec tout le système en étoile concentré sur Bruxelles au centre du pays, c'est vrai que ça peut poser des problèmes. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est de choisir les nœuds, enfin de choisir les endroits où un nœud peut fonctionner dans la périphérie du système et puis de travailler vers le centre. Et pour ce faire, on a quand même défini 3 types de trains très clairement différents, 3 niveaux de service qui doivent être très nettement définis, c'est-à-dire les trains IC, Intercity, les trains rapides entre les grandes villes, c'est les trains rouges, et puis les trains régionaux, c'est-à-dire les trains qui sont aussi assez rapides, mais qui ne desservent pas toutes les gares, seules les villes moyennes, et puis les trains locaux qui sont des omnibus, hein, dans l'ancienne terminologie, qui desservent chaque gare et point d'arrêt. Voilà, et donc en faisant cela, en calculant le temps de parcours différent de chacun de ces trains, on est arrivé à définir les nœuds que vous avez vus sur le dessin antérieur. Attends. On a un petit problème technique. La souris a disparu. Voilà, on a carrément plus là. On va essayer de régler le problème. C'est la souris qui fonctionne. La souris qui fonctionne plus. Voilà. Si on la voit plus ou moins. Désolé pour le petit contretemps. On va essayer de régler le problème le plus vite possible. Denis, c'est le PowerPoint qui a planté ou c'est le partage qui ne fonctionne plus? C'est pas trop. C'est la souris qui. La souris ne fonctionne plus. On travaille par la souris. Et vous n'avez pas de clavier? Si, mais le clavier aussi. Il y a un peu de changer simplement avec les flèches. Non, ça marche pas. Denis, Oui. Denis, je peux essayer de le piloter d'ici si tu veux. Ouais, si tu sais. Ah oui, d'accord.
compte, je ne sais pas. Si pas. Voilà, c'est affiché, Denis. Et tu avances, Sabine. Oui, attends. Voilà. Voilà, il est affiché. Oui. Mais avant ça, je vais continuer avec la présentation. Donc voilà, on est parvenu à définir par cette méthodologie-là un ensemble de nœuds où les transports publics peuvent se connecter partout dans le pays, pas uniquement dans les grandes gares, dans les grandes villes. Et le but est évidemment que chaque citoyen peut se déplacer facilement depuis sa maison, même si c'est localisé dans un petit village ou une ville moyenne, il y a accès à un réseau de transport public qui peut le mener partout. Et donc, pour cela, effectivement, on n'a pas uniquement regardé le service ferroviaire. Le service ferroviaire ne peut pas desservir l'ensemble du territoire. Le système Integrator n'est pas un système ferroviaire, c'est un système de transport public intégré. Et donc, ça veut dire que l'approche concerne non seulement la SNCB et Infrabel, ça concerne l'ensemble des opérateurs de transport public, donc aussi les sociétés régionales, le TEC, le Célastip et de l'AIN. Et peut-être à l'avenir encore d'autres opérateurs éventuels. Et donc, l'enjeu, et c'est ça qui a été réalisé dans les pays qu'on cite tout le temps, c'est de faire travailler ensemble, de co-créer un système intégré de transport public qui enveloppe toutes les modes donc, de transport. Donc, comme ça, il y aura un système vraiment connecté sur l'ensemble du territoire qui va permettre à beaucoup plus de citoyens de faire le choix positif d'utiliser les transports publics, tandis qu'aujourd'hui, ils sont souvent réticents par le fait que, bon, ils n'ont pas facilement accès, ils ne savent pas quand la correspondance va se faire, etc., etc. Et le temps de parcours global, parfois, est trop long pour être concurrentiel, compétitif avec la voiture. Et donc, nous voulons arriver à définir ce système global de transport public intégré sur base de ce réseau ferroviaire qui en est la colonne vertébrale avec les nœuds de correspondance, mais c'est aussi important que la planification de circulation de bus et de trams là où ils existent soit planifiée en même temps et sur les mêmes principes. Et donc, c'est un changement par rapport, je pense, à la pratique actuelle où c'est le système ferroviaire qui définit son plan de transport et les sociétés régionales. Pardon? Ah oui. Non, ça va. Et donc, les sociétés régionales doivent s'adapter à ce qui est décidé au niveau du train. Donc, nous sommes partisans d'une planification d'ensemble où tous les acteurs, à tous les niveaux, à toutes les compétences d'autorité publique collaborent dès le début sur la définition de cet horaire futur voulu. Et une fois qu'on est d'accord, qu'on a un grand consensus sur cet horaire futur voulu, ça devient beaucoup plus facile de prendre les décisions immédiates sur quelles décisions sont utiles, quels investissements ne sont moins utiles, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'il faut avoir pour y arriver à ce système défini préalablement. C'est ça un peu la philosophie sous-jacente. Oui, Sabine? Tu continues? Oui, voilà. Donc,
par rapport au grand schéma des nœuds qu'on vous a montré, qui était peu lisible, on vous montre ici un détail, un zoom sur le système de planification qu'on a développé. Donc, comme vous voyez, chaque ligne correspond à un train par heure. Et les chiffres que vous voyez dans les gares, c'est les minutes d'arrivée et de départ des trains. Les trains rouges sont les intercities, les trains bleus sont les régionaux et les trains verts sont les locaux. Donc, les trains verts ont encore des arrêts intermédiaires qui ne sont pas représentés sur cette carte. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer tous les détails, c'est assez technique. Attends, non, reviens un peu. Oui, je ne vais pas montrer tous les détails parce que c'est assez technique. Mais comme vous voyez, par exemple, le train qui arrive de Bruxelles et qui descend sur Namur, il arrive à la minute 28 et 58, donc 2 fois par heure et juste avant la demi-heure et l'heure pile, hein, comme ça a été montré dans la vidéo. Et à ce moment-là, arrive aussi de tous les autres côtés le train bleu qui viennent de Liège, qui viennent de Charleroi, qui viennent de Dinan. Et donc, les voyageurs ont la possibilité de changer de train avec quelques minutes d'intervalle seulement de chaque direction à chaque direction. C'est ça le grand avantage de ce système. Et évidemment, après, il y a aussi la ligne régionaux de bus qui doivent se connecter à ce moment de rencontre. C'est vraiment organiser un moment de rencontre de chaque véhicule à un certain moment dans une certaine gare. Là. Oui. Et donc, pour vous illustrer les possibilités, les opportunités d'un système de planification intégré, on a pris un petit exemple, c'est-à-dire c'est la commune de Oé. Oé est près d'Andenne, c'est une commune où il n'y a pas de gare de train, mais donc on suppose que vous habitez là, vous devez vous déplacer n'importe où dans le pays, vous avez un bus au moins toutes les demi-heures, et le bus vous porte au nœud de correspondance le plus proche. Donc, pas besoin d'aller jusqu'à Namur pour avoir accès au système ferroviaire. Le bus vous porte à Andenne et il arrive à un moment où des trains sont prêts dans la gare d'Andenne pour partir dans la direction de Liège et de Namur. C'est ça la notion de nœud de correspondance. Tout est là au même moment. Et donc, à partir de là, vous pouvez choisir où vous allez. Et on a fait la comparaison sur le temps de parcours total pour arriver à Bruxelles, la gare de Bruxelles-Luxembourg, pour arriver à Ottigny, arriver à Namur, à Huy et à Liège-Guillemins. Et donc, vous voyez qu'il y a... donc, le premier chiffre, c'est le temps de parcours actuel, avec les horaires actuels des bus et des trains, où il y a parfois donc des temps d'attente assez importants. Et le deuxième chiffre donne le temps de parcours global dans l'horaire integrato. Et vous voyez la différence qui est pas toujours très spectaculaire, mais parfois quand même considérable, allant jusqu'à 22% de gain sur 69 minutes. Donc voilà, ça c'est, disons, l'avantage le plus direct pour le voyageur qui entre à partir de son point de départ, son domicile, entre dans le système de transport et le système le porte n'importe où sans trop de soucis. Et avec un temps de parcours plus intéressant qu'aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'est vraiment la clé du succès et c'est vraiment le message essentiel que nous voulons porter, c'est qu'il faut changer de paradigme. Il faut se mettre dans la tête que le point de départ, l'objectif à atteindre doit être un horaire, un schéma d'exploitation à long terme. C'est ça qui doit être le guide, le fil rouge qui détermine toutes les autres décisions. C'est le processus qu'on a vu en Suisse avec le projet Rail 2000.
Et c'est le processus qu'on a connu en Hollande avec le Hochfrequenzvervoer. C'est le processus qui est maintenant entamé en Allemagne avec l'adoption de ce qu'on appelle le Deutschlandtakt, qui repose en même sur exactement le même principe que le système Integrator. Je continue. Et donc, il est absolument obligatoire pardon. On avait commenté. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui. Ah, ok. Oui. Oui. Tu reviens en arrière, Sabine? Oui, voilà. Donc, oui, comme je disais, c'est la pratique appliquée en Suisse, en Allemagne, c'est de mettre tout le monde dans le même bain, mettre tout le monde en consensus autour de cet horaire futur. C'est vraiment la clé pour arriver à un résultat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que dans un pays comme le nôtre, comme dans tous les autres pays, il faut une collaboration plus poussée entre tous les niveaux d'autorités publiques qui sont compétentes en matière de transport public. On a entendu tout à l'heure le ministre qui effectivement s'est engagé à renforcer cette collaboration. Je pense qu'il y a un intérêt parmi tous les acteurs en Belgique maintenant pour étudier de plus près les avantages d'un tel système intégré. Nous appelons en fait tout le monde à réfléchir là-dessus, à exercer un peu de lobbying et de publicité pour que cette idée fasse son chemin. Ce ne sera pas facile parce que c'est vraiment un changement culturel, je pense, qui doit être bien défini et bien accompagné, mais je crois que c'est nécessaire. Et nous croyons que la Belgique a besoin d'une telle évolution. Nous sommes maintenant dans cette période après Covid, nous sommes dans une période où il y a une grande volonté de remettre beaucoup de choses, beaucoup de problèmes en ordre. Je pense à la fiscalité, je pense à la mobilité, je pense à l'énergie, je pense au climat, je pense à la fiscalité et plein d'autres thèmes où il y a quand même une demande croissante de dire voilà, mettons tout ça un peu vraiment en ordre au lieu de chipoter des petits trucs. Maintenant, c'est aussi l'occasion au niveau de notre système de transport public d'entamer une telle réflexion, disons, stratégique à moyen terme avec tout le monde ensemble pour améliorer dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt des sociétés de transport aussi, parce qu'ils auront tout un intérêt à avoir 2 fois plus d'utilisateurs, 2 fois plus de revenus et une organisation logistique et opérationnelle beaucoup plus rationnelle et scientifique. Donc voilà, il y a plein d'avantages à cela et je pense que le momentum est aussi présent pour rassembler les forces, rassembler les gens de bonne volonté et avancer dans ce sens. Oui. Ben voilà, c'est un petit aperçu de tout ce qui peut être attendu comme bénéfice. Je ne vais pas répéter, je pense qu'on a déjà touché à tous ces éléments-là. En conclusion,
il y a donc ce que je viens de dire, hein, il y a donc ce rôle de régisseur que les autorités publiques doivent prendre en main. C'est ce qu'on appelle dans d'autres pays une autorité de transport. Je crois qu'il y a des avancées dans ce sens dans les régions au niveau fédéral pour dire voilà, il appartient aux autorités publiques de définir le système de transport qu'ils souhaitent mettre en œuvre et qu'ils souhaitent financer, parce que quand même, ils consacrent quand même beaucoup d'argent public aux différents niveaux de transport public. Ils ont tout intérêt à ce que ce transport public soit performant. Donc voilà, ça c'est le rôle au niveau du monde politique, autorité de transport. Et puis, il y a tous les autres acteurs qui doivent jouer leur rôle pour le mettre en œuvre. Et donc voilà. Voilà, je termine ici la présentation de notre travail. Si jamais parmi vous, il y a des institutions, des organismes, des administrations, des associations, des fédérations qui veulent en savoir plus, vous pouvez toujours nous contacter. Nous sommes prêts à donner des explications plus détaillées si vous le souhaitez chez vous ou dans d'autres audiences. Voilà. Voilà. On va maintenant un peu résumer les questions et les remarques. Mon collègue, oui, voilà, et entre-temps, on montre la vidéo à nouveau. Peut-être après l'explication, elle vous parle plus. Êtes-vous lassé d'être coincé dans les embouteillages tous les jours? Alors rêvez avec nous. Imaginez un jour, vous vous rendez à la gare ferroviaire toute proche de chez vous à vélo. Vous montez dans lisez le journal tranquillement. Quelques minutes avant l'heure pile, votre train local arrive dans une gare plus grande où vous devez changer de train. Mais c'est facile, car quelques minutes plus tard, vous êtes déjà assis confortablement dans un train hissé rapide. Près de 30 minutes plus tard, votre train hissé arrive à la gare suivante. Vous devez encore changer de moyen de transport, mais cela ne vous dérange pas, parce qu'ici aussi, vous n'avez pas à attendre le bus qui vous emmènera à votre destination finale. Le bus est déjà là et vous attend. Vous arrivez donc à destination en douceur, détendu et à l'heure. Un conte de fées, pensez-vous? Trop beau pour être vrai? Non, c'est possible. Integrato prouve que cela peut aussi fonctionner en Belgique. Integrato est un réseau de transport public qui pourrait être entièrement déployé d'ici 2035. Les trains se croisent toutes les demi-heures en gare et se donnent correspondance à ce moment de rendez-vous. Vous pouvez facilement changer de train pour aller dans n'importe quelle direction. Vous avez le choix, non seulement de train à train, mais aussi vers le bus ou le tramway et vice-versa. De cette façon, vous pouvez vous rendre partout dans notre pays avec les transports publics et durant toute la journée, toutes les demi-heures. De l'arrêt de bus rural à la plus grande ville et inversement. Et bien sûr, avec un seul ticket. Le bus et le train forment un seul réseau. Ensemble, réalisons ce rêve, celui de redonner au transport public la place qu'il mérite. D'ici 2035, cela devrait être possible. Integrato, un réseau de transport public qui vous emmène là où vous voulez être. Oui, voilà, merci. Donc, la présentation par le groupe Integrato est terminée. Désolé pour tous les petits couacs techniques que nous avons eus. On va passer maintenant à la séance de questions-réponses. N'hésitez pas à en remettre encore actuellement dans le chat. On va commencer par une première question de M. Perremans, qui signale assez justement que dans le système proposé par Integrato, on parle finalement assez peu des hommes. On parle beaucoup de systèmes de gares, de matériel roulant, mais assez peu d'horaires de travail, de qualité de vie,
effectivement des fatigues que des nouveaux horaires pourraient impliquer. Est-ce que Guy ou Sabine, vous voulez réagir à ce niveau-là? Est-ce que le concept... Si je peux préciser ma question, pour moi, le système Integrato ne fonctionne que avec des véhicules autonomes. Parce qu'on parle beaucoup, même dans les vidéos, on parle des trains qui arrivent en gare, le train qui se croise, l'autobus qui démarre. Mais en réalité, aujourd'hui, pas comme ça que ça va, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des conducteurs, quoi. Et donc, ils travaillent, ils veulent pas comment. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est des humains, quoi, tout ça. Et Integrato, le système, tel que je l'ai compris, il fonctionne ou alors on a des gens très disciplinés à la Suisse, ou alors on a un système de véhicules autonomes sans conducteur. Et ça, c'est vraiment un vrai shift mental. Mais aujourd'hui, il faudrait au minimum, dans le modèle Integrato, intégrer la dimension approximative, humaine, les retards, les mauvaises humeurs, les grèves. Voilà, il y a tout un aspect d'humain qui n'est pas du tout pris en compte dans le modèle Integrato. Très bien, merci M. Perrin pour votre précision. Est-ce que M. Nez veut remplir ou Sabine? Oui, bien sûr, je peux essayer de répondre. En fait, c'est vrai que là, nous avons des considérations très, très techniques. Mais nous considérons quand même aussi que c'est le rôle des sociétés de transport de bien sûr, elles, faire le travail qu'elles font déjà d'ailleurs avec leur personnel, avec leurs collaborateurs pour que tout ça puisse fonctionner. Bien sûr, on est aussi conscient qu'une telle augmentation du trafic va nécessiter probablement, certainement même, d'engager du personnel et aussi de revoir complètement l'organisation des lignes et les rotations, les prestations du personnel et ses rotations. Donc voilà, c'est vrai que tout ce travail-là de mise en œuvre et de concrétisation, plutôt c'est de la concrétisation, doit être fait avec les sociétés de transport. Nous n'en sommes pas là. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas notre rôle non plus. Nous ne sommes pas un gestionnaire, une autorité de transport, justement. Nous sommes juste un groupe de citoyens qui essayons de faire bouger les choses et de les faire bouger dans le sens qui nous semble le plus opportun. C'est celui, en effet, d'un vrai système de transport intégré. Mais je prends votre remarque tout à fait en compte. C'est valable pour le TEC, c'est valable aussi pour la SNCB. Il faudra engager. Il faudra probablement aussi changer peut-être un peu les méthodes de travail. Donc voilà, mais ça, je pense que c'est vraiment du ressort des sociétés de transport elles-mêmes. Ce n'est pas notre rôle. Enfin, oui, c'est tout un contexte de droit social qui n'est pas de ressort spécialement de sociétés de transport en elles-mêmes. Oui, cela dit, je pense qu'il y a quand même une longue tradition de concertation sociale en Belgique et que le travail justement d'évolution, parce que de toute façon tout ça n'est pas une révolution, c'est une évolution, je vais dire, aller à 15 ans, 20 ans, cette évolution peut être et devra probablement être faite en concertation étroite avec les représentants du personnel. Mon point, c'est simplement dire que dans votre modèle, il suffit, puisque c'est un modèle multicritère, qu'aujourd'hui, vous estimez que le bénéfice pour les opérateurs, c'est les recettes. Dans votre tableau, les bénéfices, vous avez opérateurs, les bénéfices, c'est plus de clients, plus de recettes et plus de productivité. Enfin, excusez-moi, moi, ce n'est pas un modèle de société qui convient, surtout quand on voit le stress qu'il y a dans la vie des gens. Donc, moi, la productivité en elle-même n'est pas spécialement un modèle de société que je partage. Mais enfin, ça, c'est une opinion personnelle. Mais je veux dire par là qu'on devrait, puisque vous avez quand même un modèle multicritère, alors autant intégrer dans votre modèle multicritère l'aspect droit du travail, horaire en une fois, etc. Donc, il suffit de l'intégrer dans votre modèle. C'était juste une suggestion pour améliorer le modèle. Tout à fait. D'intégrer ces aspects humains qui ne sont pas du tout… un de mes collègues participant à la réunion aussi me disait, mais en fait, il suffirait… Aujourd'hui, votre modèle, si jamais il y a un retard, et on sait qu'il y a beaucoup de retard,
et que c'est des retards de type, voilà, il est arrivé en retard au travail, ou il a eu un problème sur la route, ou il est malade, il n'a pas prévenu, il faut trouver un remplaçant. Aujourd'hui, votre train arrive en retard à la gare. En fait, le retard de 10 minutes devient tout de suite catastrophique dans un modèle tel qu'Integrato, quoi. Alors qu'aujourd'hui, un retard, ben, voilà, c'est pas grave parce que l'un dans l'autre, ça rend. Aujourd'hui, les retards, dans votre modèle, les retards auront un impact beaucoup plus important pour la vie des voyageurs alors qu'aujourd'hui, et des retards, on sait qu'il y en a tout le temps parce que ben là, on est des humains, quoi. Oui, Donc bien ça, sûr. vous devez intégrer ça dans votre modèle en tant que critère. Et c'est vrai que le modèle repose sur une grande ponctualité. Et ça, savez bien que je permets d'intervenir parce qu'il y a d'autres questions, monsieur. Voilà, mais oui, Oui, juste d'accord. Normalement, il n'était pas question qu'on prenne le micro. Donc, voilà, c'est pas grave parce que la discussion était très intéressante, mais je pense que là maintenant, est-ce que Guy, tu veux encore réagir à ce que je viens de dire? Oui. Juste une phrase peut-être, je crois que M. Perrance a raison de mettre le point sur cet aspect-là, mais il faut comprendre quand on a commencé notre travail, bon, on est un groupe de bénévoles qui a fait ça le soirée en temps libre, gratuitement, bénévolement. Ce n'est pas une excuse pour ne pas penser à tous les aspects, mais notre souci était quand même d'abord de montrer qu'un système de planification de transport public autour de notre correspondance est possible sur le réseau belge. Parce qu'on nous a souvent retorqué que, ah oui, c'est un bon système, théoriquement, c'est intéressant, intellectuellement, c'est supérieur, mais ça ne peut pas être appliqué en Belgique. Et donc, ça, c'était notre premier point de départ. Et donc, on s'est concentré sur cet aspect-là, sans évidemment se poser en management de l'ensemble des entreprises ferroviaires pour résoudre tous les problèmes. Hein. Donc, on n'a pas résolu les problèmes de dépôt ou de choix de matériel roulant ou de tout. Je sais que tout ça doit entrer en ligne de compte pour réaliser en pratique, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est fixé comme objectif 2035, voire 2040, comme M. Gilles avait dit. Donc, il nous faut certainement 10, 15, 20 années, ça a été le cas dans les autres pays aussi, il nous faut 10, 15, 20 années pour y arriver. Et non seulement pour planifier différemment la circulation des trains et des bus, mais aussi pour faire évoluer et changer la culture d'entreprise, la gestion des ressources humaines, l'organisation de travail, etc. Donc, tout cela entre en ligne de compte et on a besoin de 15, 20 années pour y arriver. Ça, c'est vraiment notre conviction. Très bien, on va peut-être passer à une autre question. Est-ce que dans le système, on prévoit plus de trains de voyageurs? Est-ce qu'il y a encore de la place pour le train de marchandises? C'est une question d'Henri Maillard. Ah oui. Est-ce que dans les objectifs de doubler le trafic de marchandises, est-ce que c'est possible? C'est de la place pour tout le monde, finalement. Oui, voilà. Ça me ferait plaisir de rencontrer M. Maillard. Bonjour Henri. Oui, donc effectivement, on s'est posé cette question du trafic de marchandises parce qu'on partage l'objectif d'augmenter la part modale des trains pour les marchandises, c'est sûr. Et donc, tout d'abord, un tout simple fait, sur le réseau suisse, circule 3 fois plus de trains de voyageurs par kilomètre de voie qu'en Belgique. Et en même temps, sur le même réseau, circule 2 fois plus de trains marchandises qu'en Belgique. Donc, c'est possible d'utiliser mieux la capacité existante et si besoin, on n'exclut pas qu'il faut construire de nouvelles infrastructures. Mais ce n'est pas la première priorité. La première priorité, c'est de mieux utiliser ce qui existe. Et dans ce cadre-là, ce que nous avons compris de nos contacts avec les opérateurs fret, parce qu'on les a rencontrés pour proposer Integrato et raconter leurs avis, effectivement, il y en a qui ont posé des questions sur alors attends, est-ce qu'il y a encore une place pour nos trains de marchandises? Et finalement, en étudiant de plus près ce système où les trains se ressemblent dans la neutre correspondance au même moment autour des quarts d'heure, ça permet sur le reste du réseau, sur la ligne entre les nœuds, de libérer ces lignes-là entre ces moments de rencontre. Si je m'exprime bien, je ne sais pas si tu as compris. Donc,
on peut construire des sillons marchandises qui passent entre les trains de voyageurs. Et donc, voilà, je ne dis pas qu'il faut rien améliorer au réseau pour y arriver. Parfois, il faudra quelque part des voies d'évitement où il faut une troisième voie sur certains tronçons. Ça sera certainement nécessaire. Mais il n'y a aucune raison pour dire qu'un système d'horaires cadencés, symétriques et avec de neutres correspondances soit pénalisant pour le trafic fret. C'est montré en pratique dans d'autres pays et théoriquement, c'est bien possible de construire des sillons marchandises qui évitent les sillons voyageurs. Très bien, ce n'est pas une question, mais c'est intéressant, M. Duflou, de l'organisation, de l'autorité organisatrice du transport, nous signale qu'effectivement, le TEC fait déjà attention évidemment aux correspondances et que les nœuds de correspondance identifiés par l'intégrateur sont déjà assez similaires finalement à ceux déjà existants et qu'actuellement, le TEC est dans une grande phase de redéploiement progressif de l'offre. Et évidemment, c'est une opportunité assez intéressante d'aller vers un système encore mieux intégré, qui ne soit pas d'ailleurs basé sur le modèle d'horaire proposé par l'intégrateur. Oui. Peut-être une autre question de M. Béjot. Est-ce que finalement, un préalable à la mise en place du plan intégrateur, et ça rejoint peut-être un petit peu les inquiétudes de M. Perremans, ne serait pas finalement qu'il faut absolument un réseau de grande fiabilité, de grande robustesse, comme on dit, très performant, peut-être avec de l'automatisation à un certain niveau. L'automatisation n'est pas indispensable en fait. Hein. C'est vrai qu'il il y a un grand besoin en effet de ponctualité pour que le système fonctionne vraiment bien et offre un service de qualité à l'utilisateur final, parce que c'est quand même bien ça le but. Il faut que la robustesse soit là. Et donc, en effet, il y a des choses à faire du côté ferroviaire pour améliorer la ponctualité, puisque on sait quand même que là, ça pose problème pour le moment. Donc, c'est bien là que se trouve la clé. Alors, que cette ponctualité soit assurée par un système d'exploitation classique, hein, comme pour l'instant avec des conducteurs, voilà, ou par des trains automatiques ou semi-automatiques ou des véhicules, hein, qu'ils soient aussi des bus automatiques. Bon, je veux dire que c'est pas une clé importante, je pense. On peut très bien imaginer, en Suisse, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant, c'est avec du personnel roulant que le système fonctionne. Ben c'est clair qu'en tout cas, un système, j'imagine, ferroviaire plus robuste réduit les risques de retard et donc du coup… Oui, l'essentiel, c'est la ponctualité, c'est la robustesse, exactement. Voilà. Oui, c'est ça la clé. C'est ça la clé. On est d'accord. C'est un système qui va résister mieux en termes d'horaire. L'horaire sera mieux respecté avec un système qui aurait été réinvesti un petit peu plus au niveau de l'entretien ou carrément de nouveaux aménagements, j'imagine. Une autre petite question de monsieur de Kemeter. Il pense qu'il ne faut pas un consensus, en fait, mais il faut une autorité, comme en Suisse, l'UTP, qui n'existe pas en Belgique, évidemment, parce que tout de nos jours se fait de manière contractuelle, finalement. Oui, j'ai parlé de cette autorité de transport, Transport Authority. C'est vrai qu'une instance comme cela existe en Suisse et est au cœur, en fait, de la mise en œuvre de ce système. Néanmoins, même si tu dis, voilà, il y a une autorité qui décide, c'est quand même normal qu'elle prenne ses décisions en concertation avec les acteurs concernés. Je suis un grand partisan de ce modèle de consensus. Je pense que s'il y a
en disant une autorité publique, donc essentiellement dirigée politiquement, qui arrive sur le terrain et qui dit dorénavant c'est comme ça que vous devez tous travailler, et moi je le dis, c'est comme ça. Je pense que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que l'ensemble des acteurs concernés qui doivent réaliser le système peuvent participer à son conception et à son mise en œuvre. Par ailleurs, même si dans un pays comme la Suisse, l'UTP a vraiment la force motrice qui tient le système sur la bonne voie, on voit quand même dans la pratique que, par exemple, l'opérateur SBB, CFF, collabore très, très étroitement avec cette instance d'autorité publique. Donc, je pense que ce n'est pas une question de A ou B, mais de collaboration. Une autre question de M. Herman. Est-ce que vous avez chiffré les engagements? J'imagine que vous parlez d'engagements en termes de personnel qui seraient nécessaires pour faire face finalement à l'augmentation de l'offre de transport pour chaque type de transport, puisqu'évidemment, en faisant un petit parallèle tout de même, on ne travaille pas avec le même personnel, sinon effectivement au niveau des charges de travail, ce ne serait absolument pas gérable. Il est question d'engager et de former, j'imagine. Ouais. Non, nous n'avons pas fait de calcul précis, ni sur les investissements, ni sur le côté personnel. Nous ne sommes pas des ingénieurs, nous ne sommes pas des financiers, donc nous sommes des gens qui connaissent un peu sur la mobilité et sur les souhaits du public pour avoir un système de transport public plus performant. Donc nous sommes en fait partie du ressenti de voyageurs, en fait, et de ce qu'ils veulent pour mieux utiliser le transport public. Donc, c'est un autre point de départ. Je vous dis, nous n'avons pas l'ambition de remplacer le management des sociétés fédérales ou régionales de transport. Mais ceci dit, on a quand même un peu réfléchi sur les questions financières et humaines. Donc, ce que nous avons calculé avec l'horaire que nous proposons à horizon 2035, ça représente environ 50% de train kilomètres en plus. Donc, on va transporter 2 fois plus de voyageurs avec 50% de plus de train kilomètres produits. On n'a pas fait le calcul pour les bus parce que là, les données de base nous échappent un peu. Mais donc, c'est déjà un fameux gain de productivité et d'efficacité. Et puis, pour rouler 50% de train kilomètres en plus, c'est normal qu'il faut 50% de conducteurs en plus. Donc, on peut rapidement faire par règle de 3 le nombre d'engagements que ça peut engendrer au niveau de conducteurs de train, d'accompagnateurs de train, de personnel roulant. Donc, il y aura certainement un engagement à faire. Au niveau des investissements, par contre, nous sommes arrivés à la conclusion que le système de planification qu'on propose avec le neutre correspondance est applicable sur les réseaux belges actuels. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire? Non. Donc, c'est clair qu'il faut faire des améliorations en gare pour permettre justement le transfert de trains lors des correspondances. Il faut peut-être plus d'escaliers, il faut peut-être plus d'ascenseurs, il faut peut-être des perrons plus larges, il faut peut-être des quais supplémentaires à certains endroits. Il faut peut-être revoir les aiguillages en entrée et sortie des gares. Donc tout cela est bien possible, est bien nécessaire, mais c'est quand même d'une autre ordre que les grands projets qu'on a commis les décennies précédentes, comme la ligne à grande vitesse ou le tunnel de Diablo, etc. Donc, il y aura un budget d'investissement à consacrer, mais nous pensons qu'il n'est pas beaucoup plus élevé que ce qui existe maintenant. Par contre, ce qui est essentiel, et Sabine vient de le dire, c'est que le niveau d'entretien soit à 100% parfait. Et donc, c'est inacceptable qu'il y ait encore des lignes vétustes, des lignes mal entretenues, des endroits où le système n'est pas en état parfait de fonctionnement. Donc, ce retard au niveau entretien, maintenance, renouvellement de l'infrastructure existante doit être récupéré. Là, il y a un effort à faire. Oui, puisque le système structurant que constitue le ferroviaire doit être
Il doit être parfait. Doit être parfait. Et ça me permet de faire une liaison avec ce que M. Maillard dit. Effectivement, le réseau structurant, c'est essentiellement le ferroviaire. Et M. Dekemeter, effectivement, je crois que ce sont les horaires du ferroviaire qui priment. En tout cas, dans le système intégrateur, c'est clair. Mais il y a également aussi les bus à haute fréquence, qui sont en train d'être développés progressivement au niveau de la Wallonie, également en Flandre. Et donc, l'idée ici, au niveau du texte, c'est effectivement d'avoir des bus qui pallient certains manquements en termes de réseau structurant. En plus, après, également vers les techs, il y a du rabattement, soit lié à des bus de petites lignes locales, ou alors même carrément avec l'ambition en Wallonie de couvrir l'ensemble du territoire avec du service à la demande, pour ceux qui ne seraient pas sur des lignes régulières. Donc il y a quand même cette envie effectivement de rabattre, je fais le lien avec Alain Piron, de rabattre sur les derniers kilomètres, soit en vélo, soit pourquoi pas avec d'autres moyens actifs, et également avec des bus à la demande, bus locaux qui rabattent vers le système structurant, qui peut être un train la plupart du temps, mais pourquoi pas effectivement des lignes à haute vitesse en termes de bus également. Et je crois que le travail de déploiement des techs en Wallonie va dans ce sens-là, parce qu'il y a vraiment une analyse par zone géographique de l'offre ferroviaire au regard des besoins, et ils sont en train d'essayer d'adapter le tout. Oui. D'ailleurs, la Wallonie a développé la notion basée sur les bassins de vie, donc la notion de bassin de mobilité, ce qui va quand même, je pense, permettre de beaucoup mieux appréhender au niveau local les besoins de mobilité et de développer, chaque fois que c'est nécessaire, des solutions originales. Là où, par exemple, il n'y a pas possibilité d'avoir une ligne régulière de bus ou de train, et certaines régions, d'ailleurs, le font déjà, hein, en Belgique, c'est déjà le cas. Il y a pas mal d'endroits où vraiment des solutions originales de taxis ou de bus à la demande, des choses comme ça là sont mises en place. Donc tout ça, bien sûr, je pense, ce travail-là devra s'articuler avec le travail que font les bassins de mobilité. Oui, très bien. Le temps est en train de passer, nous allons clôturer, mais j'ai une dernière question plutôt pour Sabine Jacob. Si parmi les participants, il y a une série de personnes qui appartiennent à des administrations, certes, parfois qui ont des publications, ou à des associations qui ont des publications, ou des fédérations également, est-ce que si certaines personnes veulent faire un article, etc., il y aurait possibilité de fournir du matériel? Je ne sais pas. Oui, tout à fait, bien sûr. Nous sommes demandeurs, bien sûr, de diffuser le contenu du plan Integrato et d'en expliquer les grands principes. Hein. Nous disposons d'un peu de matériel, nous avons des textes, nous avons des illustrations, nous avons différentes choses qui peuvent être fournies de façon à soit en effet faire paraître un article dans un magazine, même interne aussi, hein, ça peut être intéressant, ou sur un site internet, dans une newsletter. Enfin, il y a différents supports de communication possibles. Et voilà, nous sommes à la disposition de tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par le concept et qui pensent que c'est intéressant de prendre le relais pour diffuser les idées d'Integrato auprès de leurs membres ou auprès de leur personnel. J'imagine que pour vous contacter, il y a une adresse email sur votre site. Oui, l'adresse email est sur le site, et donc bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui suit les mails et on répondra. Eh bien, www.integrato.be tout simplement. Voilà, vous pouvez aussi contacter Intervention Wallonie pour tout autre aspect wallon. Voilà, c'est le moment de clôturer. J'ai vu qu'il y avait encore une dernière question, mais on n'a malheureusement plus le temps de la prendre en compte. Je vais vous remercier toutes et tous pour votre participation. Merci au ministre, même s'il n'est plus là pour sa présentation, qui finalement va quand même dans le sens de ce que propose Integrato, même si ce n'était pas le plan Integrato qui sera appliqué totalement, mais voilà, on voit bien qu'il y a plus de trains, il y a l'envie d'avoir des amplitudes meilleures, d'avoir des meilleures connexions avec les différentes régions, les différentes services de mobilité de manière générale.
Donc, les choses avancent. Voilà, Integrato est une des pistes que nous on soutient pour l'amélioration du système. On pense réellement que ça peut ramener, voilà, comme la vision FAST 2030 l'espère, quasiment 30% de personnes vers les transports en commun. Alors que nous sommes quand même loin pour l'instant, que c'est quasiment un doublement, que ce soit sur les bus ou que ce soit au niveau du train, mais ça ne se fera pas sans investissement, c'est clair, en moyens financiers ou en moyens humains. J'espère que ça vous aura appris des choses, ce webinaire du jour. Nous vous enverrons la vidéo, même si elle fut parsemée de quelques embûches techniques, on s'en excuse encore. Et voilà, et si toute personne veut avoir plus d'informations, revenez vers nous. Bonne journée à tout le monde. Nous allons rester clôturer ici.